Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le King LG, le King toujours en vacances, donc excusez son image pixelisée on va dire, mais le repos est de mise. Ça se passe bien monsieur, toujours? J'espère que enfin, j'essaie d'avoir le repos de mise. Effectivement, je suis désolé pour la pixelisation de, comment dire, de l'image, mais compte tenu de ma situation géographique, c'est déjà pas mal. Oui, exactement, exactement, et le son est magnifique, ce qui est très important aussi, puisque, je le rappelle, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et j'en passe. Et donc le son sera impeccable. Là, on va revenir sur les petites actus du moment, que ce soit, enfin particulièrement à l'UFC avec l'annonce de The Gros Fight. Et ce qui se confirme et ce qu'on pensait, c'est que la seconde moitié de l'année va être très 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 chargée. Est-ce que toi, Fernand, c'est quelque chose qui, là encore, j'en parle assez souvent, les gens peuvent être un petit peu se dire mais Guillaume, pourquoi tu poses toujours la question à Fernand? Mais c'est intéressant en tant que promoteur de se dire, on peut avoir une organisation qui pas balance sa première moitié de l'année, mais en fait qui se sert vraiment des 6 premiers mois comme rampe de lancement pour la suite. Et est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Euh, je, je pense que on n'a pas, c'est l'improvisation aussi. C'est-à-dire qu'on planifie, certes, mais il y a de l'improvisation en fonction de ce qui se passe. Quand l'UFC se rend compte, par exemple, que le gros combat entre Stipe et Francis prend du temps, ils essaient d'organiser un autre banger fight, quelque chose de costaud. Et du coup, on arrive à ce Israël Adesanya contre Pereira, qui est une belle opportunité. Ça aurait pu ne pas avoir lieu pour peu que, comment dire, pour peu que Alex Pereira perde un combat. Ben, on n'avait plus de, voilà, pour peu qu'il échoue un peu parce que le run qu'il a fait, c'est l'un des runs les plus rapides de l'histoire. Je pense qu'à part Brock Lesnar, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est passé aussi vite de début à l'UFC et la ceinture. Il a 3 combats, il va faire la ceinture contre Michael Israël Chandler. Adesanya Deux combats, Michael et Chandler. c'est ça. Michael Chandler qui va prendre Dustin Poirier. Pareil, c'est un très, très gros fight qui est pour moi, je considère que c'est le title elimination. Je pense que celui qui gagne ce combat se met en pole position pour la ceinture de lightweight, même si à côté de ça, il y a Benis Dariush qui va affronter Gamrod et que ce combat-là aussi pourrait être un banger fight. Mais en tout cas, je pense que le rôle d'un promoteur, la promotion sportive, c'est ça, c'est d'improviser, c'est de s'adapter à même ce qui est censé être négatif, on s'y adapte et on revient sur du positif très rapidement. Et bah voilà. Et j'en profite donc ouais donc promoteur c'est parce que justement tu t'occupes d'Ares Fighting Championship qui revient le 2 septembre prochain la veille de l'UFC Paris. Et là c'est ta casquette de manager parce qu'il y a un truc qui est aussi très intéressant je trouve sur les cartes à New York, c'est qu'elles sont extrêmement prestigieuses. D'ailleurs Cyril devait combattre à l'UFC 249 à l'origine contre Shamil Abdouragimov. Finalement ça s'est pas fait parce que bah événement annulé plus Cyril qui était blessé. New York, on sait qu'ils assassinent les athlètes en termes de taxes par rapport à Abu Dhabi où c'est mieux, mais que en termes d'image, c'est hyper positif pour les athlètes. Est-ce que toi, t'as une, enfin, comment est-ce que tu fais pour avoir cette balance-là? Parce qu'en plus, Cyril, il aurait pu combattre très bien à Abu Dhabi pour son retour. Finalement, c'est pas fait puisque l'athlète était signé au PFL, mais il aurait pu faire ce grand écart entre New York et Abu Dhabi. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces cartes new-yorkaises? Tout dépend toujours de quel montant on parle, de quel niveau de compétition on parle. Quand Nasruddin combat à New York, c'est une très bonne chose. En termes de visibilité et d'exposition, c'est magnifique parce qu'il n'était pas encore dans le classement mondial du top 15. Donc c'est important parce qu'il n'avait pas encore le montant d'argent qu'il touche aujourd'hui. Quand Segan combat à New York versus Abu Dhabi, il s'est fait dépouiller parce que à New York, bah, tu vas perdre 30% alors qu'Abu Dhabi, tu ne perds rien et tu reviens payer tes impôts en France tranquillement. Donc, c'est toujours cas par cas. Sur le cas de ce qui est des noms qu'on vient de citer, c'est dur financièrement. Si tu leur demandes comme ça à blanc, est-ce que ça vous dit
Abu Dhabi ou est-ce que ça vous dit New York? Bah, bien sûr qu'ils vont à Abu Dhabi parce que financièrement, ils vont te dire, j'aurai le temps de me, voilà quoi, je suis déjà connu de toutes les façons et j'aurai le temps de me faire connaître encore si je veux. Mais là, si je peux sauver 30% de mon pognon au final, je vais prendre cette arme-là. Et bah voilà. Fernand, on avance un petit peu avec donc cette carte new-yorkaise UFC 280, Adesanya Pereira qui vient d'être officialisé. Tu as même, je crois, c'est soit posté en story, soit sur Twitter. T'as l'air très très chaud pour ce combat-là. Bah, c'est chaud à mort. C'est ce que j'ai posé. J'ai posé. Je pense vraiment que c'est ça. C'est ça. C'est chaud. C'est un combat ultra chaud. En termes de promotion sportive, c'est certainement la plus belle action et le plus beau cadeau qu'on peut faire au public sur 2022. C'est ce qu'il y a de plus. Je ne sais, enfin, la plupart des commentaires disent je ne pensais plus être surpris par l'UFC, mais là, ils viennent de me choquer. C'est une belle affiche. En termes de manager, si je suis le manager de Pereira, je fais Stoy, je suis très content parce que c'est un step-up de malade. Tu arrives, tu as 3 fights et tu es en train de faire... Et 3 fights où les 2 premiers fights, bon, ce sont des personnes pas classées et tout de suite, tu es en train de faire la ceinture. Du côté d'Adesanya, je suis pas sûr que ce soit le bon move. Ah, t'aurais fait quoi, toi? Enfin, du côté Euh, dans son camp, hein, bien sûr. bah, j'aurais esquivé pour que Ok. parce que esquiver dans le sens où il a le moyen d'esquiver là. Il a un peu comment dire attention. Encore, c'est très clivant ce que je dis. Hein. Alors que en tant que manager, oui, tu te mets en position de concrètement, je vais affronter un mec qui ne communique pas, il ne vend pas le pay-per-view. C'est moi qui vais vendre toute la carte. C'est moi qu'on connaît et c'est lui qui m'a battu. Le mec qui m'a battu 2 fois. La première fois moyen, la deuxième fois il m'a bien battu. Le mec est plus costaud que moi. Genre, concrètement, Adesanya est sur 1m93, Pereira est sur 1m94. En termes d'allonge, ils ont quasiment la même allonge, 2m3. C'est des envergures terribles. Jamais, jamais Adesanya n'a affronté des mecs comme ça à l'UFC. Les mecs qui ont touché Adesanya, genre, vous avez vu le combat d'Adesanya contre Gastelum. Gastelum, il fait 1m75. 1m75. En termes d'envergure, en termes d'allonge et tout, il a 1m93. Ça veut dire que à côté de Pereira, Gastelum, c'est un nain. Et c'est très compliqué d'aller affronter un mec qui t'a dominé 2 fois sur ton domaine le plus fort, qui vient sur un round où il vient de faire à peine 3 combats et on le propulse. Donc, c'est lui la hype, c'est lui le sang frais. Il arrive à toi, ce mec-là. Il a une allonge de malade sur toi. Il est plus grand que toi. Il est costaud. Il va contrer toutes tes techniques de boxe. Ça veut dire que quand il y aura des kicks, il va le overkicker. Quand il y aura machin, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il n'a pas la même lecture qu'Adesanya. Adesanya a beaucoup évolué sur son déplacement. Il a des déplacements antéro-postérieurs qui sont ultra précis. Il a des déplacements sur les angles morts avec des déplacements en Z qui sont très compliqués. Il a des pivots qui sortent il a un langage corporel qui tue. Mais ça tue les gens qui n'ont pas été multiples champions dans plusieurs catégories différentes en kickboxing. Pereira, il a tout vu. Ça veut dire que concrètement, quand on parle de gants de 4 oses et qu'on dit, bah, c'est bien, je vais l'accueillir avec les gants de 4 oses, je suis même pas sûr que ce soit le bon plan. Parce que, enfin, on sait que ce mec, quand il a le check hook qui est mortel. Il te check en hook, tombe. C'est chaud quand même. C'est très, très chaud d'accepter ce combat-là. Parce que, mentalement, Adesanya va faire face à un problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on parle de Pereira, Adesanya est sur le qui-vive, il est énervé. Il perd son sang-froid un peu. Sauf que là, on ne parle même pas de lui.
quand on parle de Pereira contre quelqu'un d'autre, quand on parle de Pereira contre, c'est quoi son dernier combat? Contre, Contre Sean Strickland. voilà. Par exemple, la, alors que ce n'était pas Adesanya qui était en face, on n'a parlé que de ça. Imagine comment on va vendre le combat. La promotion de ce combat sera basée sur les 2 défaites d'Adesanya face à ce jeune. Enfin, ce jeune, il a 2 ans de plus qu'Adesanya, dont une grosse maturité dans sa manière de la vie de tous les jours, puisque ce que vous ne savez pas, c'est que Alex Pereira a eu des grands problèmes de drogue, Ok. d'alcool, surtout d'alcool. Il a eu une vie un peu compliquée, la vie un peu à mode je fous aller ma carrière, un peu comme John Jones l'a fait à un moment donné. Et il a su remonter la pente difficilement. Le deuxième combat qu'il prend contre, j'ai vu un peu ce que vous avez fait avec Rusty, qui était très bien, l'analyse où on dit que effectivement, le combat, quand tu apprends que il a été battu par Alex Pereira, tu dis qu'Alex Pereira lui a marché dessus, mais c'est pas ce qui s'est passé. Cependant, ce que je veux souligner, c'est que le deuxième combat, effectivement, Adesanya a géré le combat, mais s'est fait coucher. Ce qui se passe aussi, c'est que ce combat est un combat short notice, de malade. Ce combat, il arrive blessé. Ce combat, il arrive avec des problèmes d'alcool. Et il arrive, dans ces conditions-là, à coucher Adesanya. Mentalement, ça marque un homme. Donc, voilà Adesanya qui revient face à quelqu'un qui l'a mis mal. Et Adesanya est habitué à combattre dans le confort de je suis le favori, je suis celui qui domine. Et là, il va affronter un mec qui doit juste le toucher, pas autant de fois que Gastelum l'a touché, pas autant de fois que Cannonier l'a touché, pas autant de fois que Whittaker l'a touché. Whittaker, c'est le plus grand d'entre les autres, ce sont des petits. Et donc, tu dis, comment il va gérer? Il lui reste une option, la lutte. Je n'y crois pas beaucoup. Je pense que si j'étais le coach de Pereira, je lui dirais, fais attention aux feintes de lutte. Non, ou plutôt, je lui dirais, ignore les feintes de lutte d'Adesanya. Parce qu'Adesanya ne va pas vraiment avoir l'intention de t'amener vraiment au sol, histoire de te dominer et te soumettre. Je pense que c'est une stratégie possible, mais trop risquée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est une stratégie de non-retour. Si Adesanya faisait une tentative d'amener au sol et que cet amené au sol échoue, imagine la baisse morale. Ouais. Ça veut dire que pour avouer, déjà pour lutter contre Pereira, ça veut dire j'avoue, tu es plus fort que moi en boxe, je bats en retraite et je vais chercher mon joker qui est la lutte. Et quand j'essaie de te lutter, je perds l'amener au sol. À partir de là, c'est échec et mat parce que moralement, je suis battu. Moralement, je ne peux pas revenir. Moralement, je ne vais pas refaire une autre tentative d'amener au sol parce que je suis battu moralement. Et donc, dans ce genre de circonstances, ce que je dis à mes élèves, c'est joue avec les incertitudes. Fais-lui croire que tu vas lutter, mais jamais ne lutte vraiment. Va chercher les jambes, mais jamais ne mets d'énergie dessus pour l'amener au sol. Utilise cette préaction pour que tu crées l'opportunité pour pouvoir le battre en boxe. Parce que si tu utilises boxe versus boxe, tu ne vas pas le battre. Mais si tu rajoutes cette bivalence de je te fais croire que je vais lutter et donc tu adaptes ta défense à un sport de préhension, à ce moment, je remets la précaution que je sais faire et là, je peux te battre. Donc, je dirais simplement à Pereira, oublie ses feintes. Ne t'occupe pas de ses feintes. De toutes les façons, même si tu amènes au sol, il ne peut pas te contrôler au sol, tu vas revenir debout. Donc, vas-y à fond, lâche-toi à fond. Si Pereira se lâche sur Adesanya, on a un problème. Oh là 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 là. Mais là, hein, il y a quelques mois avant ce combat-là, pour toi, là, en t'entendant parler, j'ai l'impression que tu vas vers une victoire d'Alex Pereira. Qu'on s'entende bien. Je suis un panafricaniste.
Je veux qu'Adesanya gagne. C'est mon gars sûr. Mais je pense que la sentence est close. Oh, ah d'accord. Bon bah voilà. Bon bah voilà, bah, bonne chance pour Israël Adesanya contre Alex Pereira. Et quand tu vois ces deux gars s'affronter, tu te dis quoi pour Nassourdine Imavov? Qu'il est quoi à un, deux combats de les... Enfin, tu te dis qu'il faut encore un petit peu de maturité justement par rapport à ça ou ce Non, serait possible? non, tout dépendra de la performance de Nassourdine Imavov. Si Nassourdine va à Paris le 3 septembre éclater de manière très violente son adversaire, Monsieur Buckley? ça change tout. En gros, Joachim Buckley, c'est pas facile de le battre. Mhm. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est pas du tout facile. Mais Nassourdine est chaud. Il est chaud. Si jamais euh, Alex Pereira gagnait le combat, les cartes sont rebâties. Toutes ces personnes qui ne pouvaient pas battre Complètement. Israël Adesanya ont moyen de battre Alex Pereira. Je Ouais. parle de canonnier qui peut lutter Alex Whittaker. Pereira. Je parle surtout de Derek Bronson. Mhm. Derek Bronson qui est classé 7e ou 8e, je ne sais plus, revient rapidement en pole position parce qu'il pourrait l'amener au sol, il pourrait le jouer au sol. Je parle bien entendu de Nassourdine Imavov. Si Nassourdine Imavov affrontait Pereira, en termes de timing et d'incertitude, c'est le game de Nassourdine où il excelle le plus. Et donc, du coup, ça ouvrirait pas mal de portes, ça ouvrirait pas mal de cartes. Et ben voilà. Donc réponse d'ici quelques semaines, déjà dans 3 semaines pour Nassourdine Imavov à l'UFC Paris Et, FR. Ouais, puis, pour enfoncer un peu le clou, est-ce que tu sais c'est quoi l'arme la moins efficace de Adesanya? vas-y. Son jab. Mhm. Il excelle quasiment en tout. Il est bon quasiment en tout. Mais pour attention, c'est un excellent boxeur. Mais en termes de précision, de puissance, de timing en jab, quasiment tous ses adversaires l'ont overjabbé. Alors quasiment tous ont réussi à placer des meilleurs jabs que lui. Pour battre Pereira, il faut un bon jab. Pereira va le battre avec le jab. Même avec le jab, Pereira a l'avance sur lui. C'est compliqué. Ok. C'est vraiment un match qui me paraît compliqué. Oh, Je, Lolo. attention, je suis bouillant pour regarder le fight. Ne venez pas me dire, oui, tu avais dit qu'il allait gagner, il allait, non, c'est pas la question. Tout est possible en MMA. Tout est possible pour Adesanya. Je souhaite qu'il gagne. Je souhaite qu'il gagne d'ailleurs parce que c'est l'un des plus gros vendeurs de notre sport. C'est que c'est un ambassadeur du sport. Pereira a la hype parce qu'il gagne, mais pas parce qu'il parle, pas Et puis parce la hype qu'il grâce à pose, pas Adesanya parce qu'il... aussi, hein. Donc, on a besoin des vendeurs. On a besoin des personnes comme Pereira, comme Adesanya, qui sont capables d'apporter un discours qui va promouvoir le titre de middleweight. Euh, et on aura quelqu'un qui va gagner, mais qui ne va pas beaucoup vendre. Et je veux qu'il gagne, mais j'ai des sérieux doutes. Bon. Réponse en novembre prochain. Et puis, vraisemblablement, co-main event de cette UFC New York, c'est Chandler contre Dustin Poirier. T'en parlais pour toi, selon toute vraisemblance, title eliminator de cette catégorie lightweight. Le run de Michael Chandler à l'UFC, victoire ou défaite, hein, c'est complètement légendaire. Absolument. Absolument. C'est un très gros combat. C'est une très belle opportunité pour lui. Je crois qu'il est en ce moment 9e et que Cinquième Chandler. Chandler est il est cinquième. 5e et Ouais, Poirier 2e, c'est ça. c'est ça. Le 9e, c'est Mathieu Gamrot et le 6e, c'est Benil Dariush, Darius, ouais. qui aussi, voilà. Euh, je pense, je pense que c'est une très belle opportunité pour lui. Si jamais il accepte, je,
je le supplierais d'arriver et de lutter directement. Le sol de Poirier est meilleur que son sol, mais sa lutte et sa puissance pourraient équaliser et le pousser à gagner en grand pound et à pourrir le combat. Tout dépendra de la, de la structuration du combat. Si on le met en pay-per-view, peut-être que, enfin, si j'étais le manager de Poirier, je demande 5 rounds. Aller sur ce combat, affronter Chandler en 3 rounds, c'est chaud. J'allais dire c'est un suicide, mais c'est pas un suicide parce que Chandler, il est toujours en mode suicide des deux côtés. La boxe de Chandler est moins élaborée que celle de Poirier. Diamond est l'un des meilleurs boxeurs qu'on ait dans tout le roster de l'UFC. Mais Chandler peut l'éteindre en un coup, sur un coup. Le seul problème, c'est que Chandler, plus il cherche et plus il est ouvert. Son style de boxe fait que j'aimerais que, pour multiplier ses chances de gagner, qu'il amène ce combat en mode dirty boxing, grappling. Si le gars a une certaine distance, une distance anglaise, j'ai peur qu'il lui arrive des bricoles très rapidement. Poirier est assez précis. Chandler est fougueux. Il tape très fort. Mais l'avantage sur 3 rounds, c'est que Chandler peut maintenir ça. Ce qui me fait chier, c'est qu'au moment où Chandler va lutter, c'est quand il n'a plus de jus. Chandler, c'est un très bon lutteur, mais qui lutte quand il n'a plus de jus. Sa préférence, c'est rester debout et envoyer des soupapes. Voilà, c'est un très beau combat. C'est un très beau combat parce que ça s'équilibre avec le fait que la dernière fois où Poirier a combattu, je pense que c'était en décembre 2021, ça fait ça. quasiment 18 mois. Donc du coup, le plus actif ici, c'est Chandler. Euh, Chandler a gagné récemment son combat, je crois que c'est R1 KO font kick sur Ferguson. Deuxième round contre Ferguson. Alors que de l'autre côté, on a, comment il s'appelle, Poirier qui s'est étranglé par Charles Oliveira au 3e round, Reneck Shock. Donc, si tu veux, là, c'est compliqué des deux côtés dans le sens où ça s'équilibre. Les grosses forces qu'a Poirier, le fait qu'il soit resté longtemps sans combattre, qu'il soit pas dans l'activité, qu'il soit sur une pente, enfin, une défaite, c'est toujours une défaite. Ça termine moralement, alors que de l'autre côté, on a quelqu'un qui est en pleine bourre, qui est en pleine hype, qui tape comme un sourd-muet et qui va combattre sur 3 rounds, ça pourrait être quelque chose d'excellent. Mais en tout cas, je pense que le bon move pour Poirier, c'est de négocier avec l'UFC pour qu'on passe sur un 5 rounds. À suivre, là, en tout cas, il avait fait la demande. Toi, est-ce que tu trouves justement que hors main event, c'est une bonne décision de multiplier ces combats-là en 5 rounds? Est-ce que toi, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra avoir à Ares aussi? Sur Ares, je tends à faire le moins de rounds possible quand c'est possible. À part pour le title où on est obligé de faire 5 rounds parce qu'on a envie de rester sur un modèle de combat, des règles unifiées avec une valeur qu'on donne à notre ligue importante. Donc du coup, je ne vais pas prendre je n'ai pas envie de changer ça. Mais en tout cas, nous avons, mes collègues et moi, une nécessité de rendre la promotion sportive dynamique. Ça veut dire que plus on étire les rounds et la fight card, et moins c'est punchy. On contracte tout. Ça suit encore ce qui, rappelez-vous, sur Ares, il n'y a pas de finish, de win bonus, il y a des finish bonus parce qu'on veut récompenser l'idée d'aller chercher des finishes. Dans le même sens, quand il y a moyen, on reste sur 3 rounds, histoire d'aller un peu plus rapidement vers la fin et que le spectateur puisse avoir assez du fight, mais pas trop non plus. Qu'il soit pas gavé non plus du fight, qu'il puisse avoir des combats où c'est assez punchy, ça va très rapidement. Et même quand on fait des main events sur 5 rounds, on essaye de matcher des combos où on est quasiment sûr qu'il y aura un KO, une soumission avant la fin. C'est ce qu'on c'est aujourd'hui quand on fait un Kalamoussou contre Abdulagimov, on sait que quelqu'un va se faire mal. Parce que voilà, ça va pas faire les 5 rounds. Quand on met aujourd'hui, là, le 2 septembre, on a des poids lourds qui vont s'affronter
Et donc, on a un combat assez intéressant où on va retrouver Slim qui s'est beaucoup amélioré en boxe, qui a envie de mettre un KO, qui va absolument aller chercher ce bonus-là de 10 000 euros et qui a envie de faire un très beau fight. Son adversaire, c'est pareil, c'est un banger qui a envie d'envoyer des grosses frappes et tout. Donc, on va chercher. On prend le cas du main event du 2 septembre, donc c'est Ares 8. On a Tekena qui va affronter Iva Ivana Siric. Ivana Seric, voilà. Et les deux, pareil, c'est un combat où il y aura assez de punch et où on espère qu'on ne va pas faire tous les 5 rounds. En gros, tu me poses la question, est-ce que je peux faire 5 ou 3? Je peux faire 3 rounds. Alors, Parce que moi aussi, je préfère 3 rounds, mais c'est plus... Et évidemment, je te l'accorde. Enfin, tu vois, c'est comme honnêtement, Chandler Poirier, je pense pas que ça ira au bout. Mais c'est vrai que le fait d'annoncer c'est en 5 rounds, et je pense que peut-être toi tu le ressens aussi, on ajoute tout de suite plus de prestige au combat. euh, oui, peut-être, mais là, je suis assez transparent. Je Mm. suis très honnête avec Ouais. toi. Voilà, c'est Faut que que je ça aille suis vite. brutalement Faut que ça honnête. aille vite. Voilà, faut être quelque chose. Prestige de combat versus rendre le combat très télévisuel, il n'y a pas photo. La télévision, c'est un grand vecteur de développement du sport. La télévision, c'est ça qui fait que les courbes des organisations changent de direction. Et si je veux que ma courbe décolle, prestige, non. Je vais plus aller chercher ce qui va être compact et apporter le plus de dynamisme et apporter de la consistance. Je veux que tous les mois, il y ait un événement ultra punchy et que la télévision qui fait le broadcasting chez nous sache qu'elle a un beau petit show euh, tous les vendredis qui va décoller de telle à telle et qui sera ultra punchy. Mm. Voilà. Donc, si je n'ai pas l'obligation de mettre 5 rounds comme pour un titre, bah, je reste sur 3 rounds. Alright. Bien. On va passer aux questions, mais avant les questions, Fernand, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et je voulais te poser la question. C'est que, après FMC, tu as l'air de lancer un nouveau projet formation. Si je ne m'abuse. Ou alors peut-être que j'ai rien compris Euh, du tout. c'est toujours dans FMC, Mhm. l'école de formation Fight Management College. Euh, est une école reconnue par l'État, par le ministère du Travail. On est aujourd'hui une école qui est Calliope, donc avec un label très fort en termes de formation et en association avec Challenge Academia, probablement pour moi l'une des meilleures écoles de formation en France aujourd'hui. On lance le diplôme, le seul diplôme d'État reconnu sur l'OMMA qui s'appelle CCMMA. En gros, CC pour certification complémentaire pour l'OMMA. Donc, ce sera le diplôme qui permet à des personnes qui ont un certain bagage sur l'enseignement de pouvoir enseigner contre rémunération. C'est à partir de maintenant, on peut avoir un métier de coach d'MMA à proprement dit, avec les qualifications du MMA. Et bien entendu, ce diplôme sert à venir valider les acquis de ces coachs qui ont le BPGEPS ou le 2GEPS dans les autres disciplines prévues par les textes. Je parle du BPGEPS, des diplômes sur le judo, le karaté, la lutte, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, mais en tout cas la boxe et tous ces sports-là dorénavant ont un diplôme qui s'appelle, ont la possibilité de venir compléter leur diplôme avec le CCMMA qui débute en septembre. Donc si vous avez des questions dessus, allez parcourir le site internet de FMC, Fight Management College, ou aller sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook de Fight Management College, et vous aurez tous les détails dessus. Si vous avez un compte CPF, vous n'aurez pas à dépousser vos sous. Vous allez juste vous inscrire, on va prendre tout en charge. Voilà, allez juste vous renseigner. Et puis, pour le nombreux professeurs de MMA qui voudraient valider concrètement et pouvoir gagner des sous
concrètement avec leur diplôme, c'est le moment de passer à l'action avec FMC, Fight Management College. Oh waouh, il était prêt. Et donc c'est ce qui explique aussi, enfin, on va dire ce nouveau programme, c'est que ça explique aussi la pause entre FMC qui avait eu lieu, c'était quoi? Il y a eu une petite pause de quelques mois entre FMC et puis là ce nouveau lancement aussi. Mais il y a deux éléments. La pause, elle est arrivée en plein Covid. Ok. Et donc, du coup, on avait stoppé histoire de remettre toutes les formations en distanciel parce qu'avec la présentielle, ça devenait compliqué avec le Covid. Mais au-delà de ça, ce qu'on a comme formation aujourd'hui, qu'on avait comme formation déjà, qui était le level 1, le level 2, le level 3 sur les niveaux d'enseignement du MMA, c'était des diplômes d'école. Des diplômes reconnus que par l'école FMC, avec bien entendu une très bonne signature, puisqu'on sait que enseigner dans notre écosystème, on sait le faire. Les coachs qu'on a sur FMC, il n'y a aucun doute, on sait qu'on sait faire ça. On sait enseigner. Mes collègues et moi, on sait enseigner l'OMMA. Et donc, du coup, on avait ces diplômes qui étaient des diplômes d'école. Ces diplômes, on va les compléter. On va faire une espèce de passerelle pour ceux qui s'étaient inscrits et qui devaient passer les deux autres niveaux. D'accord. On leur prépare quelque chose pour continuer ça en parallèle, le niveau 1, 2, 3. Mais là, concrètement, le projet qui est relancé de manière très puissante là sur la rentrée et sur lequel il faudrait s'inscrire dès à présent, checker votre compte de formation, allez vérifier où est-ce que vous en êtes et tout. Vous avez les prérequis sont simples. Un BPGEPS autour des sports de combat, un DEGEPS autour des sports de combat. Vous vous inscrivez, vous finalisez votre CCMMA et ensuite vous êtes qualifié pour être sur les coins de compétition. Ceux qui vont être coach là sur Ares savent qu'il leur est demandé un diplôme. Ceux qui vont coach sur l'UFC savent qu'il leur est demandé un diplôme. Bah, ces diplômes-là Ok. permet aussi de résoudre, entre autres, ces problèmes-là. D'accord, ok, mais ça j'ignorais. Alright, et bah parfait, monsieur. On avance avec les questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui y répond avec plaisir, même en vacances. Et donc là, deux questions. Une question de Kenny Joy. Bonjour Fernand. Daniel Cormier a récemment fait part de son envie de revenir à la compétition en affrontant le champion Jerry Prochaska. Penses-tu qu'à 43 ans et après une longue période d'absence, les capacités physiques pour relever ce défi sont encore là? Il peut encore le faire. Il peut parce que ses compétences lui permettent de le faire et l'adversaire choisi est bon pour ça. En gros, Mais tu penses qu'il peut toujours faire le poids? Parce que personnellement, moi, c'est surtout au niveau du poids que ça m'inquiète. c'est une affaire de motivation. Le Ok. poids, c'est une affaire de motivation. Ok. N'importe qui, enfin, c'est un monsieur quoi, enfin, il a une équipe, il a un staff, tu lui donnes une date et il te dit oui ou non, c'est binaire. Tu me donnes une date, je suis un de mes combattants et je te dis si ce sera au poids ou pas, c'est binaire. S'il le dit, c'est qu'il peut faire le poids, il n'y a aucun doute dessus. C'est pas un mec qui veut signer à l'UFC nouvellement et qui va accepter une catégorie, il n'est même pas capable de le faire et puis il va être surpris. Non, il sait de quoi il parle. Euh, Sa dominance étant la lutte, c'est un truc où tu n'as pas besoin d'avoir forcément l'œil vif. Tu n'as pas besoin d'avoir ce coup d'œil qui reste fatal parce que tu restes debout longtemps, tu vas prendre un KO. Euh, il a juste besoin d'amener une amenée au sol à Jerry pour Astra et puis à partir de là, il gère. Il se met à gérer, il se pose dessus, il gère et il va finir par trouver l'ouverture pour gagner le combat. Je pense que c'est dans ses cordes. C'est pour ça qu'il le dit, surtout sur Jerry, parce qu'il sait qu'il y a moyen de le battre. Voilà, mais il ne peut pas faire, il peut pas revenir pour une compétition ouverte avec n'importe qui. Il y a des adversaires qu'il va choisir parce que c'est plus facile de les régler. Complètement. Mais, et justement, Ce serait, vas-y. Vas-y. Et vas-y. c'est Daniel Ce serait Cormier. plus difficile pour lui, décidément. Ce serait plus difficile pour lui d'aller prendre même un mec de 67 kilos comme Ousmane Camaro ou même Shimaev ou même ce serait compliqué d'aller chercher ce genre d'adversaires qui sont pas faciles à manipuler au sol
parce que du coup, il resterait debout. Et là, du coup, debout, on doit voir si tu es une chef, quoi. Là, concrètement, on va voir si tu tiens la route, si tu esquives, si tu bloques, si tu vois les coups venir. Tu te prendrais des jabs toute la journée. Alors que s'il amène le combat à l'horizontale, il est quasiment sûr qu'il gagne le combat. Mais il expliquait justement, Daniel Cormier, je sais pas si je t'avais déjà posé la question, peut-être, mais un petit moment, que ce style qui avait porté ses fruits en début de carrière, où il se servait de sa lutte, devenait de plus en plus taxant pour lui. Avec l'âge, ça devenait de plus en plus compliqué. Est-ce que toi, pour toi, ce style-là de Daniel Cormier, des Kamaru Usman, même en début de carrière, de Khabib Nurmagomedov, c'est un style durable ou forcément par rapport à d'autres styles, par exemple comme celui de Cyril Gane, bah, c'est un style de combat qui n'est réservé qu'à ceux qui sont frais, entre guillemets, dans leur carrière. Non, non, c'est un style durable. C'est pas, c'est un style durable. C'est pas, ça taxe en énergie, mais la taxation d'énergie a lieu dépendant de l'efficience. L'efficience, c'est la capacité d'être technique et d'être économique en énergie. Ceci, comme ça, c'est une affaire de technique. C'est comme si on parlait de natation et puis je vais dire, bon, c'est bien, Laure Manodou, elle fait du 10 000 km tous les jours. Est-ce que c'est pas mauvais pour son corps? Est-ce qu'elle pourra battre Fernand Lopez en natation quand elle aura 50 ans? Même à 70, puis j'aime battre en natation quand elle veut, quoi. Techniquement parlant, elle est tellement efficace que je suis mort. Elle va me dépouiller. Donc, c'est la même chose, c'est que il a beau avoir 60 piges, Cormier, techniquement, il sait comment placer ses leviers pour ne pas dépenser de l'énergie, il sait comment utiliser la biomécanique, il sait comment utiliser son appareil locomoteur passif et économiser l'énergie de son appareil locomoteur actif. Donc, c'est pas un problème, ça. C'est vraiment pas, avec le temps, la lutte n'est pas, c'est plus au début que c'est compliqué à comprendre quand on a des Hmm. transferts de lutteurs qui arrivent chez nous, comme Kemeran Adizov, Anthony Dizzy, comment il s'appelle, Zelim Khan, tous ces grands noms de lutteurs qui sont passés au MMA Factory, Slim Trabeski et tout ça, ce qui leur pose problème au début, c'est répéter l'effort, faire tomber le mec 7 fois et le mec revienne debout, c'est épuisant. Mais quand ils ont passé le cap de comprendre comment régénérer l'énergie et ne pas vider complètement la jauge, bah, ils sont imbattables dans leur domaine. Enfin, imbattables. C'est parce que ce que j'allais dire, ils sont infatigables dans leur domaine. Ça veut dire que Hmm. quand tu as compris comment revenir et refaire tomber le mec, bah, il se relève 100 fois, tu le refais tomber 101 fois. Ça n'arrête plus parce que tu es capable toujours d'avoir la biomécanique bonne, d'aller chercher la jambe bonne, d'aller le déséquilibrer au bon moment. Donc, il y a pas un moment où tu dis, bon, là, je commence à me faire vieux, j'ai plus l'énergie pour le faire. Non, tu passes de l'efficacité au début. Le lutteur, il est très efficace, mais il n'est pas encore efficient parce qu'il manque le savoir-faire pour économiser l'énergie. Il contracte encore, il est sur des, euh, des régimes de contraction en mode isométrie euh, qui lui taxent beaucoup d'énergie parce que la lutte olympique, elle est faite comme ça. On a des rounds qui sont très courts parce qu'on taxe beaucoup d'énergie. Mais très rapidement, quand il a compris que la logique interne de sa discipline sportive l'amène sur un sport où la prédominance est l'utilisation de l'oxygène, il se met à libérer un peu le serrage. Il a moins de force, moins de puissance au niveau de la force, mais il peut durer dans le temps. C'est exactement ce que fait Cormier. La lutte de Cormier, tu ne le vois pas galérer à soulever des gens avec un double leg de malade et tout. Complètement. Comme non, il lutte très technique. Il va faire une feinte, il va te prendre un single leg, il revient avec une jambe, il lève la jambe, il fait un petit balayage, tu vas tomber. Ça ne lui a quasiment rien coûté comme énergie parce qu'il sait qu'il est possible que tu te relèves. Et si tu te relèves, il te refera tomber. Et à Hmm. partir de ce moment, peu importe l'âge, peu importe le truc, s'il est entraîné au minimum, un minimum, il va te faire la même misère tout le temps. Et ben voilà. Donc Daniel Cormier peut-être sur le chemin du retour. Dernière question de Cleaner qui pose la question. Salut, question pour le King. Est-ce qu'il y a des avancements concernant Abdul et si possible sa signature à l'UFC? Tu dois être persécuté par ce nombre de questions concernant Abdul Abdouragimov. Oui. Bah, ce sont des questions bienveillantes.
Je comprends qu'il y ait une excitation, une envie de voir Abdul combattre à l'UFC. Moi aussi, je suis impatient de voir euh, Abdul performer à l'UFC, mais comment dire, le, les négociations avec l'UFC vont bon train. Et les négociations, c'est un peu comme des procédures judiciaires où tu vas éviter de parler et dire n'importe quoi pendant les procédures parce que tu ne sais pas quelle incidence ça pourrait avoir. Très concrètement, si j'avais le contrat signé d'Abdul Abduragimov entre les mains, bien entendu que j'aurais lâché l'info. Ce que je sais, c'est que Abdul veut, bien entendu, l'UFC. Il n'en fait pas une fixation. Hein. Son discours, il est très clair. Je veux l'UFC. Je pense que j'ai le mérite d'y être, j'ai le niveau. Mais s'il ne m'appelle pas, là, s'il ne me Continuer de donne te pas braquer un à Arès, adversaire là, quoi. si je ne l'ai pas, bah, je continue à te dépouiller sur Arès. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais il veut l'UFC, je veux l'UFC, Grand le Management public. Factory Oui, veut pardon. l'UFC pour Ouais. Abdul, le grand public veut l'UFC pour Abdul. Aujourd'hui, concrètement, je n'ai pas un no-go pour l'UFC. Je n'ai pas non plus un go pour l'UFC. Je suis en situation de stand-by pour un problème d'adversaire. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça va se faire ou pas. Je ne sais pas si ça va s'annoncer ou pas. Voilà, il y a pas, c'est un statu quo qui est très pénible pour l'équipe d'Abdul qui a envie de faire la promotion de son combat et qui, à mode, ça devient relou. Donc voilà, je vous comprends tous, je comprends que ce soit pénible pour vous, mais encore une fois de plus, soyons patients, ça va arriver. C'est une question de temps, Oui, c'est ça. ça va arriver. Et que ce soit maintenant, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 6 mois, ça va arriver. J'espère juste que ce sera le 3 septembre à Paris. Je n'ai pas encore la signature entre les mains. Désolé les amis. Réponse d'ici quelques jours, semaines. En tout cas, on croise les doigts. Fernand, on a terminé pour cette semaine. Ça y est, tu peux revenir tranquillement à tes vacances et à ce petit break avant le retour. Parce que, enfin, petit break, non, parce que t'es toujours en camp d'entraînement avec Cyril Gann. Donc même en vacances, ça ne Yes, s'arrête pas. ça ne s'arrête jamais complètement. On a des obligations familiales. On se déplace avec la famille pour leur offrir quelques jours de gaieté, de bonheur, et on joint l'utile à l'agréable. Et on prépare tous ensemble ce mois de septembre, c'est début du mois de septembre qui va être chaud. N'oubliez pas, Est-ce qu'il reste des places d'ailleurs avec le ticket d'or? ce qui me harcèle, il y a encore une bonne trentaine de places UFC cachées parmi le millier de places qui restent sur Ares. Donc, n'attendez pas, ça va aller vite. Ne me demandez pas la place à moi, je ne les aurai pas les places. Ne me les demandez pas à moi les places. Juste tout ce que je vous dis, c'est allez-y, prenez une place à Ares et dans la place à Ares, il est possible que vous ayez votre loterie et que vous ayez votre place de l'UFC. Même si vous n'avez pas le ticket d'or avec l'UFC, c'est pas comme si vous faisiez avoir, puisque Ares 8 arrive quand même avec un main event d'or avec le titre chez les Flyweight de Tekena contre Ivana, deux filles invaincues. Vous avez Azamat en poids lourd qui est sur 12-0 qui va affronter Slim Trabeski qui est sur 4-0. Vous connaissez Slim, il n'est plus à présenter. Sparring actuel de Sirgan, ancien sparring de Francis Ngannou. Il est là, il avance. Vous avez Jaguar versus Jaguar, Aliou Niaé contre William Gomis. On saura enfin lequel des Jaguars est le plus félin, le plus costaud. Vous avez, comment il s'appelle, Baki Baisanko contre Bobby Palette. Bobby Palette. Sur la même fight card, il y a plein de noms qui arrivent et donc n'hésitez pas à combiner. Vous avez même déjà des gros noms sur Ares
9 qui arrive le 3 novembre, donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup les amis. Merci à la majorité silencieuse. On sait que vous êtes là. N'oubliez pas, cliquez, follow, like, mettez un petit commentaire, appuyez sur la cloche, donnez la force. Même pendant les vacances, on donne la force. Let's go. On ne s'arrête pas, à la semaine prochaine.